Comment appliquer les verbes d'action des SVT? Sous ce thème, on continue la correction des exercices des SVT proposés lors des examens du baccalauréat marocain des sessions 2018. Concernant l'utilisation de la matière organique et inorganique, et cela pour les sessions normales et de rattrapage 2018. Et on commence par la session normale 2018. Donc voilà le sujet. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour essayer de le corriger. Sinon, on commence la correction. Dans la région de Taourir Zayou, le fleuve de la Moulouia est affecté par les rejets domestiques et par l'activité industrielle. Pour mettre en évidence l'impact de ces actions sur les eaux de la Moulouia, on propose les données suivantes. Oued Za, avec ses affluents Oued El Karian et Oued El Toyour, est l'un des principaux affluents de la Moulouia, de la région de Taourir. La démographie croissante et le développement continu du secteur industriel ont un impact direct sur le cours d'eau d'Oued Za. Dans le but d'évaluer la qualité de ces eaux, une étude a été menée en 2010 au niveau des 3 stations. Donc vous avez ici la station 1, la station 2 et la station 3 concernant l'Oued Za. Le document 1 montre la localisation de l'Oued Za et ses affluents, ainsi les 3 stations d'étude. La station 1 est considérée comme station de référence. Le document 2 présente les résultats de mesure de 4 critères de la qualité des eaux des 3 stations, alors que le document 3 montre ou donne des informations sur la nature des activités industrielles dans la région de Taourir et sur l'état de la station d'épuration. Donc ce qu'on peut avoir comme information concernant le document 1, c'est la localité de l'Oued Za. Remarquez ici la Moulouia et là l'Oued Za. Le voilà, l'Oued Za. Donc ce Oued Za traverse une région, la région de Taourir. Et on a ici la première station qui est considérée comme référence, la deuxième station qui se fait à la rencontre de 2 cours d'eau, Oued El Toyour et Oued El Karian. Et là, on a la station numéro 3. Le document 2 vous donne quelques informations concernant les produits déversés dans ces eaux. La station 1 de référence, là ce qu'on a comme résultat, station 2 et la station 3. Alors que le document 3 vous donne quelques informations sur la nature des activités industrielles dans la région de Taourir et sur l'état de la station d'épuration. Alors, le secteur industriel de Taourir renferme 75 unités industrielles, dont 67 sont des conserveries d'olives. Il génère 2321 mètres cubes par an de déchets qui sont déversés sans traitement préalable dans l'Oued El Karian. Les eaux usées de la ville de Taourir sont déversées dans l'Oued El Toyour. Seuls 65% de ces eaux sont traitées au niveau de la station d'épuration depuis 2005. Mais son efficacité et son rendement ont chuté du fait de la croissance du volume des rejets de l'industrie d'olive et des conserveries, poissons, olives, abricots, etc. Alors d'après toutes ces informations, on vous demande, en exploitant les documents 1, 2 et 3, comparer les valeurs des mesures réalisées dans la station 2 et 3 aux valeurs de la station 1. Alors avant de comparer, bien sûr, on doit bien sûr connaître quelques informations qu'on ne doit pas oublier, telles qu'est-ce que c'est le DBO5 et qu'est-ce que c'est la matière en suspension. Alors comme information, les matières en suspension MES comprennent toutes les matières minérales ou organiques qui ne se solubilisent pas dans l'eau. Il inclut les argiles, les sables, les limons, les matières organiques et minérales de faible dimension, même le plancton et autres micro-organismes qui se trouvent dans l'eau. Alors que
La demande biochimique en oxygène DBO5, c'est un indicateur qui correspond à la quantité d'oxygène exprimée en milligrammes par litre nécessaire aux micro-organismes décomposeurs pour dégrader et minéraliser en 5 jours la matière organique présente dans un litre d'eau polluée. Plus la DBO5 est élevée, plus la quantité de matière organique présente dans l'échantillon est élevée. Donc ces notions doivent être connues pour bien sûr pouvoir répondre aux questions. Mais d'abord, on va comparer. Alors, si on compare avec la station 1 qui est considérée comme référence, on constate que la station 2 et la station 3, la DBO5, elle est élevée, surtout trop élevée au niveau de la station numéro 2. L'eau dissoute, elle est très faible par rapport à la station de référence. De même, la matière en suspension, elle est très élevée dans les deux stations 2 et 3 que la station de référence 1. Et aussi, les produits minéraux tels l'ammoniac, elle est très élevée, surtout dans la station numéro 2 et la station numéro 3 par rapport à la station numéro 1, qui est considérée comme référence. Donc, ce qu'on peut écrire, la comparaison des mesures réalisées dans les trois stations montre que, par rapport à la station 1, les résultats de mesures relevés au niveau des stations 2 et 3, c'est-à-dire concernant la DBO5, l'ammoniac et les matières en suspension, sont plus élevés, sauf le taux d'oxygène dissous dans l'eau qui est plus faible. Et on vous demande d'expliquer les résultats enregistrés dans la station 2 en précisant son impact sur les eaux du fleuve Melouia. Remarquez la station numéro 2, où on a bien sûr la DBO5, elle est très élevée, ainsi que la matière organique, et même l'ammoniac, alors que l'oxygène qui est dissous, elle est très faible. Ceci montre bien sûr que cette augmentation des produits déversés dans l'oued al-Karian, ainsi que l'oued al-Toyour, entraîne une augmentation de la DBO5 et des matières en suspension, ce qui entraîne bien sûr la diminution de l'oxygène dissous de cette eau, ce qui entraîne bien sûr la pollution de l'oued Melouia, puisque l'oued al-Karian est un affluent sur l'oued Melouia. La station 2 se situe dans le croisement l'oued al-Karian. Voilà. Donc la station 2 et se trouve dans le croisement de l'oued al-Karian et l'oued al-Toyour, qui reçoit à la fois les rejets industriels, notamment l'industrie d'olive, et sur les eaux usées de la ville de Taourirt. Cette croissance de volume de rejets industriels entraîne une chute de l'efficacité du rendement de la station d'épuration. En plus, la réception de l'OEDZA d'une grande quantité de matières organiques et chimiques entraîne une diminution du taux d'oxygène dissous dans l'eau et augmentation de la DBO, ainsi l'augmentation de la concentration de la matière organique, c'est-à-dire les matières en suspension et des produits chimiques tels l'ammoniac, ainsi le déversement de ces eaux polluées de l'OEDZA dans la Melouia entraîne que les eaux de Melouia soient polluées. La zone industrielle de la ville de Zayo renferme une usine de sucrerie qui déverse ses rejets industriels constitués principalement de matières organiques et chimiques directement dans l'oued Sabra, qui est un affluent de Melouia. Remarquez ici, oued Sabra qui déverse dans oued Melouia. Cette oued reçoit aussi le rejet domestique de la ville de Zayo. En 2011, les rives de la Melouia de la région ont jeté des tonnes de poissons morts. Pour déterminer la cause de la mort de ces poissons, une analyse d'échantillons d'eau, juillet 2011, a été réalisée dans 3 stations. Station 1, station 2 et station 3. Représentée bien sûr sur la carte de document 4. La station 1 est considérée comme station de référence, alors que le document 5 représente les résultats obtenus. On vous demande, en exploitant les données des documents 4 et 5, expliquer la mort des poissons dans la région de Melouia. Alors remarquez ici, d'après ces données-là, on a constaté que à la fois les déchets domestiques de la ville de Zayo vont être jetés dans l'oued Sabra, ainsi que les déchets industriels. Ceci bien sûr va augmenter la concentration en matière organique ainsi que la DBO dans les stations 2 et 3.
alors que la quantité ou la concentration de l'oxygène dissous, bien sûr, va être diminuée par rapport à la station de référence. Cette diminution d'oxygène dissous dans l'eau, nécessaire bien sûr à la vie des poissons, explique la mort des poissons dans la Melouia. Donc d'après le document 4 et 5, on constate que par rapport à la station 1 qui est considérée comme la référence, on note qu'au niveau de S2, c'est-à-dire des stations S2 et S3, il y a une diminution des taux d'oxygène dissous dans l'eau, une augmentation de la DBO et une augmentation de la concentration des matières organiques ou suspensions, ce qui entraîne bien sûr la pollution des eaux au niveau des stations 2 et 3. Le déversement de ces eaux industrielles de sucreries et les rejets domestiques de Zaïo directement dans l'oued Sabra entraîne la pollution de la Melouia. Cette charge importante de la matière en suspension dans les eaux de la Melouia entraîne une activité accrue ou intense des micro-organismes qui oxydent la matière organique, ce qui explique l'augmentation de la DBO5 et la diminution de la concentration de l'oxygène dissous. Et cette diminution de taux d'oxygène dissous explique bien sûr la mort de ces poissons. En vous basant sur les données précédentes, proposez 3 procédures appropriées pour réduire la pollution des eaux dans la Melouia. Donc, comme proposition, ce qu'on peut dire, bien sûr, c'est réaliser ou installer des décharges et des stations de traitement de rejets industriels, ou bien sûr, le traitement de ces rejets industriels avant leur déversement dans l'oued, ou bien sûr, valoriser les déchets organiques, c'est-à-dire les décharges de la ville d'Ozaïo, elles doivent être valorisées soit par le compostage, soit par incinération. Donc, proposition de 3 procédures telles que traitement des eaux ou traitement des rejets industriels et des rejets domestiques avant de les déverser dans la Melouia, c'est-à-dire l'oued Sabra, installation des décharges et des stations de traitement des rejets industriels et valoriser les déchets organiques tels le compostage ou l'incinération, etc. On passe maintenant à la correction de la session de rattrapage 2018. Donc voilà le sujet. La question des ordures est quotidienne et touche chaque individu tant sur le plan professionnel que familial, car elle ne cesse de croître en quantité, en qualité et en nocivité. Dans le but de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement au Maroc et les techniques de traitement de la gestion de ces déchets, on propose les données suivantes. Le document 1 présente l'évolution du pourcentage de quels composants des ordures ménagères au Maroc et la durée de vie de ces ordures dans la nature. Le document 2 montre le taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères au Maroc, en France et aux États-Unis. Donc on voit ici les composants des ordures ménagères tels la matière organique, le plastique, les métaux, le papier, carton. En 1960 jusqu'à 2013. Et là, bien sûr, la durée de composition dans la nature. Document 2 vous donne bien sûr une comparaison concernant le taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères au niveau du Maroc, la France et les États-Unis. Première question. À partir du document 1, décrivez l'évolution de chaque composant des ordures ménagères au Maroc et montrez pourquoi elles présentent un risque pour l'environnement. Alors, d'après le document 1, on constate qu'au Maroc, concernant la matière organique, on constate qu'il y a une diminution, faible diminution de son pourcentage, de 75% en 1960 jusqu'à 70% en 2013. Alors que pour le plastique, il y a une augmentation, une forte augmentation. De 1960, on a seulement 0,3%, alors qu'en 2013, on a 10%. Pour la matière ou pour les métaux, bien sûr, il y a aussi une augmentation de 0,4 à 7%. Alors que pour le papier et le carton, il y a une diminution très importante de 20% en 1960 à 7% seulement en 2013. Donc les ordures ménagères constituent une menace pour l'environnement au niveau du Maroc, vu la variété de la composition de ces déchets
et bien sûr son enrichissement en plastique, bien sûr qui demande une durée très longue pour sa composition dans la nature, ce qui va bien sûr entraîner la pollution de l'environnement. D'après les données de document 1, on constate que pour la matière organique, une faible diminution de son pourcentage de 75% en 1960 à 70% en 2013. Pour le plastique, augmentation importante de 0,3% en 1960 à 10% en 2013. Pour les métaux, augmentation aussi de 0,7 ou 0,4% en 1960 à 7% en 2013. Pour le papier et le carton, on a une diminution très importante de 20% à 7% en 2013. Donc les ordures ménagères constituent une menace pour l'environnement au Maroc, vu la variété de sa composition et son enrichissement par le plastique et les métaux qui demandent une longue durée pour la décomposition dans la nature. Deuxièmement, on vous demande, en vous basant sur le document 2, comparer les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères des trois pays, Maroc, France, USA. Déduisez deux caractéristiques des ordures ménagères au Maroc. Donc, si on a ici en blanc la matière organique et en noir l'humidité, on constate qu'au Maroc, la matière organique elle est très élevée, à peu près 80%, alors que l'humidité c'est seulement 60%. Pour la France, on a la matière organique seulement à peu près 50 ou 33%, alors que l'humidité est plus élevée. Et en États-Unis, bien sûr, on a ici, c'est à peu près 18% et l'humidité est plus élevée. C'est-à-dire que l'humidité est plus élevée par rapport aux ordures, c'est-à-dire la matière organique. En France, plus ou moins égale, alors qu'au Maroc, les matières organiques est plus élevée que l'humidité. Donc, les produits ou les ordures ménagères au Maroc sont caractérisés par la richesse en matière organique et la faiblesse de l'humidité. Donc les ordures au Maroc, bien sûr, sont caractérisées par à la fois leur richesse en matière organique et en humidité, en les comparant avec la France et les États-Unis. On a plus de matière organique et on a plus d'humidité. Donc la comparaison montre que pour la matière organique, augmentation de son pourcentage dans les ordures ménagères au Maroc, à peu près 80%, par rapport à la France seulement 30% et États-Unis seulement 18%. Par contre, l'humidité est plus élevée au Maroc, 60%, que la France à peu près 30%, de même les États-Unis. Donc les ordures marocaines, les ordures ménagères au Maroc sont caractérisées par leur richesse en matière organique et en taux d'humidité. D'après votre réponse à la question 2 et vos connaissances, proposez deux techniques adéquates pour valoriser les ordures ménagères au Maroc. Donc, puisqu'on a un taux élevé des ordures ménagères au Maroc, donc, comme proposition concernant la valorisation de ces ordures ménagères, on peut proposer bien sûr le compostage ou la méthanisation. Donc, vu que les ordures ménagères du Maroc sont riches en matière organique, on peut utiliser comme technique de traitement le compostage et la biométhanisation. Les lexivia, issus des ordures ménagères au Maroc, constituent l'une des contraintes majeures de la gestion des décharges publiques. Parmi elles, la décharge contrôlée du Grand Agadir. Des études ont été faites dans le but de développer une technique de traitement des lexivia par aération intensive, qui est une technique relativement simple et peu coûteuse, illustrée par le schéma du document 3. Que voilà. Le document 4 montre les résultats de l'effet de l'aération intensive des lexivia issus des déchets ménagers du Grand Agadir sur la DBO figure A et la DCO figure B. Et on vous demande, en vous basant sur le document 4, comparer l'évolution de la DBO5 et DCO dans les lexivia aérés et lexivia témoins. Donc pour pouvoir répondre à ces questions, ici on doit connaître quelques informations à ne pas oublier. Par exemple, la DBO5.
correspond à la quantité d'oxygène exprimée en milligrammes par litre, nécessaire aux micro-organismes décomposeurs pour dégrader et minéraliser en 5 jours la matière organique présente dans un litre d'eau, alors que la DCO, demande chimique en oxygène, correspond à la quantité d'oxygène nécessaire pour la dégradation par voie chimique effectuée à l'aide d'un oxydant puissant des composés organiques présents dans l'eau. Donc nous, on n'a qu'à comparer l'évolution de la DBO5 et DCO dans les lexivia aérés et lexivia témoins, d'après le document 4. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour la DBO5? Dans les lexivia aérés, il y a une diminution très rapide de la DBO5 au niveau de lexivia aéré par rapport au lexivia témoin qui n'est pas aéré. De même, pour la DCO, il y a une diminution qui est rapide de sa concentration dans les lexivia aérés par rapport aux lexivia témoins. Donc vous voyez bien que les réponses sont très faciles. Il faut seulement avoir cette capacité d'analyser ou de bien analyser les documents qu'on vous donne. Donc voilà ce qu'on peut écrire. La comparaison des données du document 4 montre que pour la DBO5, diminution rapide de sa concentration dans les lexivia aérés par rapport aux lexivia témoins, alors que la DCO, pour la DCO, diminution rapide de sa concentration dans les lexivia aérés par rapport aux lexivia témoins, où le DCO diminue légèrement après le dixième jour. Dernière question, en vous appuyant sur le document 3 et 4 et vos connaissances, expliquez la variation de la DBO5 et de la DCO dans les lexivia aérés. Puisque les lexivia contiennent bien sûr des substances organiques, il faut bien sûr que ces substances organiques soient dégradées par les micro-organismes qui nécessitent bien sûr la présence d'oxygène. C'est pourquoi bien sûr au niveau de lexivia aérés, donc présence de l'oxygène, ces micro-organismes vont être plus activés à dégrader la matière organique, ce qui explique la diminution de la DBO5 et bien sûr de la DCO. La diminution de la DBO5 des lexivia aérés est due à leur oxygénation, c'est-à-dire aération, d'où l'augmentation de l'activité des micro-organismes aérobies qui oxydent la matière organique. De même, la diminution de la DCO et des lexivia aérés est expliquée aussi par l'effet de la force du courant d'air qui entraîne la dégradation de la matière oxydable. Comme toujours, je vous laisse ici quelque chose à réaliser chez vous. Session normale 2019 et la session de rattrapage 2019 qui est bien sûr une restitution des connaissances. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour réaliser cet exercice et tester vos connaissances. De ma part maintenant, je vous quitte en vous souhaitant bon courage.